Bonjour à tous et bienvenue sur Parcours Atypique, le podcast qui explore des trajectoires singulières, des défis surmontés et des leçons de vie qui inspirent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ali Traoré, cadre d'entreprise, ingénieur de formation, mais aussi un acteur engagé de la diaspora burkinabé en France. Il incarne parfaitement l'équilibre entre la réussite professionnelle et l'engagement citoyen. Dans cet épisode, il revient sur sa vie au Burkina Faso, son arrivée en France, son parcours académique exigeant, ses premiers pas dans le monde professionnel et l'ascension progressive qui l'a conduit à occuper des fonctions de direction. Nous parlerons aussi de son implication dans la vie associative, de son élection récente au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur et de sa vision pour l'avenir de notre communauté. Monsieur Ali Traoré, bonjour et bienvenue sur Parcours Atypique. Merci d'être avec nous. Bonjour Madame Savadogo, je suis honoré d'être sur votre plateau. Je suis très content aussi d'être avec nos téléspectateurs. Comment se porte la communauté burkinabé en France ? J'ai envie de dire, au moment où on est en train de faire cette interview, c'est une communauté qui se distingue par sa dynamique, une dynamique très débordante avec beaucoup d'activités qui ont pour objectif de fédérer la communauté et aussi de l'égayer à travers beaucoup d'événements culturels. Et nous, on prend du plaisir à les accompagner. Ça se voit dans votre parcours que vous avez un long chemin dans l'engagement communautaire et citoyen, dans l'activisme aussi. Mais avant d'arriver à tout cela, j'ai envie d'explorer un peu votre vie au Burkina Faso et à quel moment vous êtes arrivé en France. Et avant cela, c'était quoi votre quotidien? C'était quoi la vie familiale, vos études au Burkina Faso avant d'arriver en France? C'est tout simple, hein. Moi, je suis né à Bobo-Dioulasso. J'ai grandi à Bobo-Dioulasso. J'ai fait toutes mes études primaires à Bobo. Donc, c'était une vie assez simple, hein. Vous savez, au Burkina, quand on est jeune, ou plutôt on est enfant, on est amené à se brasser avec tous les autres enfants aux alentours. Donc, c'était les moments où on faisait des jeux collectifs, on faisait du foot. On allait aussi à la chasse, même si on revenait très souvent bredouille. On était, en tout cas, c'était une vie, j'ai envie de dire, pas forcément d'insouciance parce qu'il y avait des règles à respecter, on nous éduquait, on était scruté des yeux par tous les adultes du coin. C'est tout le monde qui nous éduquait. Donc, on savait qu'on avait intérêt à ne pas dépasser les limites et aussi, on savait aussi qu'on était protégé. C'est ça, j'ai envie de dire, l'éducation dans un environnement communautaire partagé avec beaucoup d'autres enfants ou avec qui on a commencé à apprendre la dynamique d'équipe, le partage, mais aussi souvent les conflits, comment les régler, etc. Donc, c'est vraiment, moi, je me rappelle, mes souvenirs sont merveilleux. Tous les amis avec qui j'ai passé ces moments-là, je profite d'ailleurs de leur faire un coucou. Ça a été un grand plaisir et ça m'a forgé dans ma vie. Et donc Bobo, c'est une ville qui reste à laquelle je reste très attaché parce que j'y ai toutes mes racines et j'ai appris la vie, j'ai envie de dire, avant de m'ouvrir à d'autres horizons. Et donc après, je dirais l'obtention de mon CEP à l'école Touguet, je suis parti à l'école mixte Dakarville, qui était juste à côté de chez moi. J'avais été affecté au LMB, le lycée municipal à l'époque, qui est devenu Tiemounou maintenant, Vinima Tiemounou. On a trouvé que c'était trop loin pour moi. Les parents, ils ont dit, il pourra pas pédaler un vélo pour aller jusque là-bas parce qu'il me trouvait petit encore. J'avais 11 ans, mais bon, j'avais des camarades qui le faisaient, mais mes parents voulaient pas du tout que je prenne ces risques-là. Donc, ils ont tout fait pour me réaffecter juste à côté de la maison, au Mix Dakarville, où j'ai passé 2 ans. Et au bout des 2 ans, ma maman voulait absolument que je rejoigne le collège de Toussiana parce que j'avais aussi mon meilleur ami qui était là-bas. Et moi aussi, j'ai désiré rejoindre le collège. Et comme j'avais des bons résultats à l'école, ma maman a frappé à la porte du collège de Toussiana. Ça a pris du temps. J'ai dû attendre la rentrée pour savoir si j'avais une place. Et finalement, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait une place. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un environnement différent où j'ai commencé à apprendre l'autonomie, l'autogestion, avoir un budget, même s'il n'était pas énorme le mien, à le gérer quand même, à avoir d'autres camarades, d'autres horizons qui venaient de milieux différents, des milieux plus modestes que le mien ou des milieux aussi beaucoup plus fortunés que le mien. Et donc, ça a été une période très intéressante pour moi. J'ai rencontré énormément d'amis avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs aujourd'hui. Et aussi, ça m'a fait découvrir le sport. Parce qu'à Toussiana, il y avait toutes les infrastructures sportives il y avait aussi un temps dédié au sport, en plus des études, et qui nous permettait de nous exprimer, qui m'a même permis de pratiquer du handball.
au niveau déjà scolaire avec notre équipe. On a eu à remporter l'UCBF, qui est la compétition entre les écoles au niveau du handball. Également, plus tard, j'ai continué en pro au niveau de l'ASFB. Du coup, après le Toussiana, j'ai rejoint le collège de Tounouma, qui est à Bobo, qui est un des collèges de référence également, où j'ai fait tout le lycée. Ça aussi, ça a été un moment de brassage et de rencontres vraiment merveilleux, de très bons souvenirs, et aussi l'exigence dans l'éducation, hein, dans les études, et en tout cas, nous poussons toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça a été une des meilleures parties de ma vie, où il y avait de l'insouciance, mais aussi on se rendait compte que la vie d'adulte pointait à l'horizon et qu'il fallait, en tout cas, se serrer les coudes et faire son réseau, mais aussi surtout bien travailler pour que la suite se passe bien. Et d'ailleurs, j'ai continué aussi le sport au niveau du collège. Et les 3 années où j'ai eu la chance, on a eu la chance de remporter l'UCBF aussi. Donc, c'était des moments merveilleux. Donc, j'étais gardien de handball, hein, pour le préciser. Donc, j'ai rencontré des camarades aussi merveilleux dans ce cadre-là, et c'est des souvenirs en tout cas positifs. Voilà pour résumer de mon enfance à Carville, à Bobo-Dioulasso, jusqu'à, je dirais, à l'obtention de mon bac D au collège de Toulouma. Après l'obtention de votre bac, c'était quoi l'orientation pour la suite de vos études? C'était quoi vos ambitions en ce moment-là? Ou est-ce que le sport avait pris le dessus et que vous aviez une ambition de sportif professionnel? C'était quoi vos rêves? Pas forcément, le côté sportif, c'était pas forcément moi, je vais dire dans mes ambitions. Moi, je savais qu'il fallait faire les études parce que mes parents m'avaient toujours dit, c'est soit les études, soit le travail difficile. C'est pour ça d'ailleurs mon grand-père, paix à son âme, il tenait absolument à nous amener au champ à chaque période hivernale, où on allait au champ Que pour vous voyez cultiver. l'alternative? Absolument, pour nous rendre compte de l'alternative, mais aussi pour nous reconnecter à la terre et savoir comment est-ce qu'on arrivait à nous nourrir. Et donc ça aussi, ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de comprendre que personnellement, je préférais quand même m'ouvrir des opportunités qui vont me faciliter des fonctions où j'aurai le choix. Et c'est pour ça j'ai toujours maximisé sur les études. Et les orientations, j'ai eu la chance en fait. C'est ça aussi qui est merveilleux avec notre culture, c'est que la solidarité aide. La solidarité permet aussi de se donner la main et de grandir. Donc, j'ai le grand frère de ma maman qui est en France depuis des années, a décidé en fait de m'accompagner pour que après mon bac, je vienne en France. Et du coup, c'est lui qui m'a aidé à trouver mon orientation. Il m'a posé des questions pour savoir ce que je voulais faire. Et il a essayé de m'inscrire ici en France. Et j'ai eu une inscription dans un BTS, un brevet de technicien supérieur en gestion et maîtrise de l'eau. C'était une formation, j'ai envie de dire, que je voulais faire. Mais l'école où je suis allé, c'était une école par défaut, j'ai envie de dire, parce que les écoles que j'avais essayées n'avaient pas fonctionné, parce qu'il y avait, j'avais pas les notes suffisantes, ou en tout cas, la perception de nos notes et de nos diplômes n'est pas forcément la bonne au niveau de la France. Dans ce BTS-là, j'ai envie de dire, je me promenais, j'avais de très bonnes notes, en gros, j'étais un très bon élève, et moi je trouvais que je n'apprenais pas forcément énormément de choses par rapport à ce que j'avais déjà vu au Burkina, notamment en terminale. Et du coup, ça m'a quand même pas permis d'ouvrir d'autres portes. Et c'est là que j'ai cherché d'autres alternatives. Je me suis renseigné, j'ai creusé, et je me suis rendu compte, après plusieurs salons, rencontres avec des écoles et aussi des professionnels, j'ai pu trouver ma voie en trouvant une formation d'ingénieur dans une école bien cotée en France. Parce que, mine de rien, l'école qu'on fait, notamment au niveau de la France et même dans les grands pays, l'école qu'on fait et la formation qu'on choisit détermine souvent nos carrières. Et en France, par exemple, en fonction de l'école d'où tu sors, ta carrière est toute tracée, ou même, j'ai envie de dire, les grilles de rémunération sont définies en fonction de ces écoles-là. Donc, on a intérêt très tôt, surtout à un moment où on n'est pas forcément conscient de l'enjeu, on est obligé de choisir. Et si on fait un mauvais choix à 18 ans, ça peut impacter notre vie, notre carrière pour 40 ans. C'est pour ça vraiment, c'est important aussi que les jeunes qui nous écoutent soient sensibilisés à ces aspects-là. Et donc moi, j'ai réussi j'ai envie de dire, par des voies différentes, à rejoindre une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs qui s'appelle l'école des mines de Saint-Étienne, qui donnait une formation d'ingénieur par la voie de l'alternance.
Et l'alternance, en fait, c'est un système où on est en partenariat avec une école et ainsi qu'une entreprise sous la coupe de ce qu'on appelle un CFA, un centre de formation d'apprentis, qui ont pour et le principe de ce contrat, c'est que l'étudiant puisse suivre les cours au niveau de l'école, mais aussi une partie de son temps être en entreprise, en immersion et travaille au quotidien avec l'entreprise. Au départ, c'était considéré comme un stage, mais les entreprises y ont vu une bonne opportunité et les alternants sont de plus en plus intégrés dans les entreprises comme des salariés à part entière. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une alternance pour 3 ans pour ma formation d'ingénieur, ce qui était vraiment très bien, qui m'a permis d'apprendre dans l'entreprise, mais aussi de grandir et aussi de prendre des responsabilités au fur et à mesure. J'ai envie de rebondir un peu sur la transcription des notes et le parallèle entre l'éducation au Burkina Faso et celle en France ou en Occident, parce que j'ai fait aussi le même constat. Je ne sais pas si à la fin, cette perception de rigueur qu'on a au pays, là, finalement, est-ce que ça nous dessert à l'international? Parce que quand je faisais, par exemple, le bac, surtout pour une filière littéraire, c'est comme s'il y a un plafond de notes que les profs ne s'autorisent même pas en fait à donner à un élève. J'ai eu des copies où j'ai peut-être eu 17/20 et c'était considéré excellent. C'était la dissertation de référence qu'on lit ou qu'on montre aux autres comme exemple. Et rien à dire sur le fond ni sur le format et tout ça, mais on a du mal en fait. C'est comme si on veut rendre les choses le plus difficile que possible. Quand on voit les sujets de mathématiques, de physique, chimie et tout ça, quand on se rend compte qu'il y a des gens qui arrivent à exceller, qui arrivent à avoir des 20/20, on les rend davantage plus difficiles, ce qui pousse un peu à être un peu plus performant et tout. Mais quand on convertit nos notes, un 17/20 sur 100, ce n'est même pas un A-, c'est pas considéré comme une excellente note. Mais quand on se retrouve dans les universités ici, on se rend compte qu'en réalité, on rafle les bonnes notes, on est toujours premier de sa classe, on bluffe un peu les gens et tout ça. Est-ce que nous, en essayant d'être trop rigoureux dans notre éducation scolaire, on voit peut-être 50% de gens qui réussissent à leur bac, alors qu'ici, il y a presque personne qui échoue son bac parce que, bon, même les élèves les plus moyens, on trouve le moyen de leur permettre de passer. Est-ce qu'il faut penser à une réforme un peu de l'éducation dans ce sens-là ou non? Effectivement, le problème que vous soulevez, c'est exactement de ça que je parlais. On a une surexigence au niveau de nos écoles, vis-à-vis de nos étudiants au Burkina Faso. Et cette surexigence n'aide pas. Ça démotive même certains, ça fait qu'on les perd sur la route, alors que si on les accompagnait un temps soit peu, c'est des gens qui pourraient se révéler plus tard ou différemment ou dans une voie donnée. En fait, on a pris un modèle qui était le modèle du travailler dur et surtout, c'était un modèle élitiste qui est lié à la période coloniale. Parce que la période coloniale, c'était vraiment, l'objectif, c'était de trouver la crème de la crème. Les gens qui allaient être les leaders, l'élite du pays, ça devait être une poignée de personnes qui devaient diriger ces colonies-là, etc. Donc, on a continué à calquer ce même dispositif jusqu'à aujourd'hui quasiment. Mais je vois que quand je regarde les dernières notes au bac, les meilleures que les gens ont tendance à publier sur les réseaux sociaux pour les féliciter, etc., on a tendance à voir que ça commence à changer. La nouvelle génération de profs a plus tendance à donner des notes excellentes à des étudiants qui le méritent, à des élèves qui le méritent, et qui permet à ces élèves-là, voilà, d'avoir des notes assez excellentes, parce que nous, à notre époque, on ne voyait pas des 18/20 au final au bac, on ne voyait pas des 19. Ça se voit de plus en plus, et je pense qu'il faut aller dans ces sens. Pour autant, il ne faut pas pousser les étudiants à la médiocrité, mais il faut trouver un bon équilibre pour qu'on ne soit pas à des taux aussi de réussite catastrophiques, parce que ça démotive et on perd des compétences, on perd des gens sur le chemin. Et ça, moi, je l'ai compris plus tard, en fait. On nous a inculqué le fait d'être toujours premier de la classe, premier de la classe. C'est bien d'être premier de la classe. Je dis pas que ce n'est pas bien, je ne décourage pas les gens à travailler. Il faut travailler, mais pour autant, il faut aussi diversifier les connaissances et je dirais aussi les aptitudes des élèves à l'école. Il faut apporter des nouvelles choses, la gestion d'un budget, comment on tient un commerce, en fait des compétences pratico-pratiques de la vie et aussi des compétences juridiques, parce qu'on dit souvent aussi que nul n'est censé ignorer la loi, mais quand on sort de l'école en terminale, on connaît même pas la loi. Comment on veut bâtir des citoyens qui respectent la loi s'ils ne connaissent pas la loi? Donc il y a certains aspects en tout cas que l'éducation nationale au Burkina gagnerait à prendre le temps d'analyser et de pouvoir faire des réformes dans ces sens-là.
Alors, on revient à votre arrivée en France pour les débuts de votre parcours scolaire. Est-ce qu'il y a eu des défis d'adaptation? Est-ce que, voilà, il y a eu des difficultés que vous avez eu à surmonter ou tout est passé crème? Je pense que vous soupçonnez la réponse. C'est jamais facile de quitter, on va dire, notre environnement et d'aller dans un autre, sachant que moi, je suis arrivé ici en France, j'avais 18 ans, je pense que j'étais très Ah, jeune. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. À part Toussiana, j'étais jamais sorti réellement de mon cocon familial, et de ce que je connaissais. Donc, c'était vraiment, une aventure pour moi. Mais en arrivant, je pense que aussi j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a endurci, qui m'a forgé, où on m'a pas tout donné. Donc en arrivant en France, j'ai compris aussi que voilà, il fallait se battre pour pouvoir se faire sa place. Sur les côtés des études, donc j'ai pas eu trop de problèmes sur la partie académique. Par contre, sur la partie aussi de pouvoir m'en sortir moi-même personnellement, économiquement, de m'insérer, de faire ma place. Voilà, j'ai dû me battre, j'ai dû écouter, j'ai dû me renseigner, aller voir les gens. Et la partie administrative, je pense que c'est l'une des choses qui m'avait le plus fatigué, notamment la partie mutuelle. À l'époque, les étudiants avaient, maintenant ce n'est plus le cas, mais à l'époque, les étudiants avaient une mutuelle spécifique étudiante et il fallait se faire enrôler dans le système de sécurité sociale français. Ça a été un vrai schéma de croix pour moi, j'ai envie de dire. Je me suis déplacé au moins 10 fois et chaque fois que je me déplaçais, il fallait payer les transports. Je n'avais pas forcément les moyens de le faire. Chaque fois que je partais, j'attendais super longtemps. Il y a des fois, j'ai raté des cours pour pouvoir y aller. Et quand tu rates des cours, ça te fait des absences qu'on met sur ton bulletin. Et au moment du renouvellement de ton titre de séjour, la préfecture regarde les absences. Ils disent, mais pourquoi vous êtes absent, monsieur? Est-ce que vous êtes un étudiant assidu? Donc, on se retrouve dans une sorte de quadrature du cercle qui nous broie. Et on a vraiment, voilà, on se sent impuissant. Et même, je me rappelle que j'avais dans mon école des personnes très bienveillantes qui m'ont accompagné au niveau de l'administration, qui ont appelé, qui ont essayé de m'aider. Mais ça n'a pas été vraiment facile. Et aussi, dans mon parcours, quand pour obtenir l'alternance, ça a été la croix et la bannière. Parce que tout simplement, je venais d'une formation en gestion et maîtrise de l'eau. J'avais déjà fait un stage dans le domaine de l'eau et moi, je voulais aller vers l'industrie, vers de nouvelles fonctions, etc. Donc, déjà, j'avais du mal, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'alternance. Et quand je l'ai trouvé, c'était trop tard. J'ai eu la chance, en fait, de tomber sur des gens qui sont... Et même l'histoire de cette alternance, comment je l'ai obtenue, c'est que j'étais à bout. Je n'avais plus d'option parce que forcément, il me fallait cette alternance-là pour renouveler mon titre de séjour et pouvoir continuer mon parcours en France. J'ai dû prendre une lettre de motivation, je dirais, qui sortait complètement de tout cadre, avec un positionnement quasi, je dirais aujourd'hui avec un peu de recul, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas arrogant, dans le sens de me démarquer des autres personnes qui envoyaient des lettres de motivation. Donc cette lettre de motivation, je l'ai gardée et jusqu'à aujourd'hui, souvent je regarde cette lettre parce qu'elle me rappelle que l'audace vraiment dans certaines situations paye. Faut pas être, j'ai envie de dire arrogant, mais il faut savoir être audacieux. C'est très important de le dire. On a souvent besoin qu'on nous secoue un peu de notre humilité légendaire. Souvent, ça ne paye pas dans certains milieux. Et Absolument. c'est et la suite du parcours professionnel après cette alternance-là, est-ce qu'il vous garde pour le long terme ou est-ce que vous utilisez ça comme levier pour trouver meilleur après? Du coup, moi, au final, je suis resté dans cette entreprise 6 ans, puisque à la suite de mon alternance en école d'ingénieur, j'ai trouvé la voie de la supply chain management, qui me paraissait être un domaine passionnant. Parce qu'à la base, moi, j'ai choisi le génie industriel parce que je sais que le Burkina Faso a besoin justement de compétences dans ce domaine, dans le domaine industriel, pour son développement. C'est pour ça que j'ai fait cette filière. Et dans cette filière, j'ai trouvé une particularité en la supply chain qui est un métier assez complet qui commence du début jusqu'à la fin, de la matière première jusqu'au produit fini, à sa mise à disposition sur les marchés. Et donc, j'ai décidé en fait de faire un master spécialisé en supply chain management au niveau de Catch Business School, qui est une école de commerce. Comme ça me faisait une spécialisation dans ce domaine et en plus de ça, ça me donnait aussi le profil école de commerce pour avoir un profil ingénieur école de commerce que les entreprises apprécient. Et c'est pour ça, bon, j'ai fait ça pendant 14 mois en alternance, toujours avec Suez.
parce qu'ils ont accepté de me garder. Et d'ailleurs, ça a été tellement simple parce que mes résultats étaient bons sur les 3 années dernières. Je suis allé voir le responsable du département logistique et je lui ai présenté mon projet et il m'a dit, OK, amène-moi la convention. Il m'a signé la convention le lendemain sans discuter, j'ai envie de dire, dès que j'ai eu l'obtention de l'école. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Et donc, je suis resté 3 ans dans cet environnement-là, 1 an et demi en alternance et aussi ils m'ont gardé 1 an et demi pour une mission de m'occuper d'un magasin pendant 1 an et demi, le temps en fait de regrouper ce magasin-là avec d'autres. Donc, c'était une fonction transitoire et aussi les accompagner dans un projet de réconfiguration de leur schéma logistique. Donc, ça a été ma première expérience de management concrètement, où j'avais une petite équipe de 2 personnes à gérer, plus des intérimaires que je prenais en fonction des besoins. Et du coup, ça m'a vraiment forgé en termes de management, parce que gérer une petite équipe, je pense que c'est la chose la plus compliquée en management. Quand on a des équipes larges, on a toujours une structure, on a je dirais des règles, des process qui sont assez euh, qui permettent de cadrer les choses. Alors que quand on a une toute petite équipe, il faut à faire attention à tout. Il faut avoir une bonne relation avec les 2 personnes. Il faut toujours s'assurer que l'ambiance est bonne, qu'il n'y ait pas d'interprétation. C'est quasiment comme une petite famille et là, il faut être vigilant. Donc vraiment, ça m'a forgé et même l'entreprise a profité de me faire suivre une formation en management qui m'aide jusqu'à aujourd'hui et qui m'a donné vraiment les clés pour pouvoir manager une équipe. Donc l'expérience s'est très très bien passée dans cette entreprise et à un moment donné, je me suis vu regarder ailleurs puisque c'était une entreprise dont le cœur de métier n'était pas la supply chain. Et moi, je voulais vraiment aller dans une entreprise qui a un cœur de métier, qui est la supply, qui me permettrait d'apprendre plus. Souvent, on se retrouve un peu coincé dans sa zone de confort, surtout quand on trouve un environnement où on se sent à l'aise, même si tout n'est pas forcément parfait ou qu'on pourrait avoir mieux. On a peur de l'inconnu, on se dit que bon, voilà, je me sens bien où je suis, pourquoi risquer d'aller ailleurs, reprendre. Vous, qu'est-ce qui vous donnait cette motivation-là et ce courage-là de changer d'environnement et d'essayer de nouvelles choses? En fait, moi, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées durant mon parcours, parce que quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai commencé aussi à m'investir dans le domaine de l'engagement associatif et j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai même été membre d'une association d'étudiants sénégalais qui s'appelait Seine Efficience, qui a bien voulu m'accueillir dans son bureau avec d'autres personnes, d'autres nationalités. Et durant ces rencontres-là, on a eu à avoir des contacts avec des professionnels qui ont des parcours inspirants et qui nous ont parlé de leur parcours et qui nous ont inspirés. Et c'est pour ça, moi, je me suis toujours dit qu'il faut toujours regarder plus loin. Et ça m'a permis justement voilà, de ne pas hésiter à sortir de ma zone de confort et d'aller regarder ailleurs. Et dans ces cas-là, j'ai découvert que il existait dans les grandes entreprises en France ce qu'on appelle un graduate programme qui a pour rôle de recruter des jeunes diplômés qui sortent avec des diplômes plutôt de bon niveau et qui sont recrutés et qui font un parcours sur une période entre 18 mois et 3 ans dans l'entreprise pour les former au process de l'entreprise, à la culture de l'entreprise et les préparer à être les futurs dirigeants de l'entreprise. Et ce programme-là, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'y ai vu une accélération, un accélérateur de carrière, surtout pour une personne issue de l'immigration. C'était vraiment l'opportunité si j'arrivais à rentrer dans ce graduate. Même si je me suis rendu compte que les personnes qui y rentraient n'étaient pas forcément celles qui avaient mon profil, mais j'ai candidaté à plusieurs graduates et j'ai réussi à passer toutes les étapes au niveau de celui de Carrefour, qui est un acteur de la grande distribution au niveau de la France et d'ailleurs qui a inventé le modèle de l'hypermarché et qui a été démocratisé partout dans le monde. Donc et du coup chez Carrefour a la logistique la plus étendue et la plus complexe en Europe en termes de complexité et c'était vraiment et aussi d'expertise, c'était l'environnement parfait pour quelqu'un qui a envie d'apprendre toutes les aptitudes en supply chain. Et donc ce parcours gradué, j'ai réussi à rentrer là-dedans à l'issue de plusieurs étapes qui étaient les plus contraignantes, plus les unes que les autres, et où on était évalué de façon, je dirais, très rigoureuse. On était, je pense, dans les candidatures, ils nous avaient fait le bilan, on est parti de 330 personnes. Au final, ils en ont retenu que 6
Et Wow. c'était vraiment challengeant. Et moi, j'étais très content à la fin d'avoir été retenu dans ces graduates. Et j'ai rejoint Carrefour par cette voie-là, justement. Et dans ce parcours-là, pendant 3 ans, je devais faire toutes les fonctions, notamment les 4 principales fonctions de la supply chain. Ensuite, je devais choisir une spécialisation, soit opérationnelle sur le terrain, ou soit revenir au siège pour occuper des fonctions de siège. Et donc, dans mon parcours, je suis resté 18 mois dans les sièges. Ensuite, je suis parti en entrepôt dans une ville de la France qui s'appelle Salon de Provence, c'est pas loin de Marseille. Et là-bas, quand je suis arrivé, j'ai été nommé responsable d'exploitation parce que je devais faire une mission de chef d'équipe. Et quand je suis arrivé, le directeur m'a dit, moi, j'ai suffisamment de chefs d'équipe. Donc, par contre, je vais te mettre responsable d'exploitation adjoint. J'ai dit, j'étais pas venu pour ça. C'était une fonction un peu plus élevée que ce que je devais faire pour les 6 mois. Mais bon, j'ai dit, OK, on y va. Moi, j'ai pas eu peur. J'ai pas dit, je me suis pas, en tout cas, désisté. J'ai dit, OK, on y va. Et j'ai suivi le responsable d'exploitation qui était en place. On était en binôme parce que son collègue venait de changer de fonction. Et du coup, lui, il m'a un peu montré les filons du métier et moi aussi, à travers aussi ma curiosité, à travers l'écoute autour de moi de l'environnement, ça m'a permis de commencer à faire mes premiers pas dans le management de grande envergure. Parce que Salon de Provence, c'est une plateforme où il y a 1000 personnes déjà. Et sur l'organisation, il y a plusieurs activités. Salon livre à peu près 300 magasins. Dans les 300 magasins, il y a à peu près une centaine de magasins de format supermarché, donc des plutôt gros magasins. Donc, c'est des volumes très importants et plus de 150 camions qui sortent de cette plateforme chaque jour. Et c'est structuré de façon à ce que chaque activité ait son organisation. Et moi, j'ai rejoint la partie gestion des produits frais qui s'est fait en ce qu'on appelle en flux tendu. Ça veut dire que toute la marchandise qui arrive le matin doit repartir dans l'après-midi. Et c'est exactement ce que le magasin a commandé et a besoin. Donc, ça veut dire que tout ce qui est commandé doit être livré et on n'a pas droit à l'erreur. Et c'était assez nouveau pour moi, l'exécution. Je l'avais appris à l'école, mais le pratiquer au quotidien, c'était vraiment nouveau. Et ça me projetait dans un orchestre, je dirais, parce que c'est vraiment un orchestre. Il faut que ce soit synchronisé, que chaque acteur soit au rendez-vous en termes de performance, en termes d'exigence, de respect de cahier des charges. Et du coup, ça m'a vraiment appris la rigueur, ça m'a appris, je dirais, la capacité à tout le temps se challenger, parce qu'on en a vraiment besoin pour rester au top dans ces types d'environnement. Et surtout, on avait, je dirais, 7 équipes à gérer. Donc, il y avait des chefs d'équipe qui s'occupaient de ces équipes-là, mais nous, on devait les manager. Et ça faisait à peu près 250 personnes aux périodes de pic qu'on devait manager. Donc, c'était vraiment ma première expérience de management d'envergure. Ça m'a beaucoup challengé parce que il y a des sensibilités que je n'avais pas par le passé qui rentraient en ligne de compte, notamment le social, c'est-à-dire les syndicats qui étaient présents, qui scrutaient tous les gestes et toutes les décisions et qui étaient prompts à critiquer, prompts à venir négocier quand bien même le collaborateur n'était pas dans les clous. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais quelqu'un de super exigeant. J'étais quelqu'un qui appliquait les règles et je n'avais pas peur, quoi. J'avais vraiment le courage de dire ce qui n'allait pas. Alors que eux, ils n'étaient pas habitués à ça, sachant que le sud de la France c'est un peu différent de Paris d'ailleurs. Et moi, j'arrive quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Quand il y a quelque chose à changer, je change. Ça les a perturbés. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à me connaître. Moi aussi, j'ai commencé à les connaître et j'ai essayé de m'adapter à eux. Mais bon, vraiment, c'était très intéressant comme expérience. Selon vous, c'est quoi les qualités essentielles? C'est quoi vos points forts et vos avantages spéciaux qui vous ont permis de gravir les échelons pour vous imposer dans un environnement aussi compétitif? Vous parliez de plateformes de très grande envergure avec beaucoup d'opérations à gérer, beaucoup d'employés à manager. C'est quoi vos forces et comment est-ce que vous arrivez à tenir et c'est quoi les conseils pour quelqu'un qui veut peut-être embrasser le même chemin? On a parlé de l'audace tout à l'heure et j'ai parlé aussi de courage. Il faut pas avoir peur. Faut pas en tout cas reculer. Il faut savoir avancer. Il ne faut pas aussi le faire hors cadre. Je pense que la base, le b.a-ba des choses pour qui veut s'imposer ou en tout cas réussir,
c'est déjà de maîtriser le basique, c'est-à-dire le métier. On ne peut pas aspirer à être un leader dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Il faut apprendre, faut prendre le temps d'apprendre le métier, de connaître ce que c'est la logistique. Moi, j'ai fait des cours, oui, j'avais les clés intellectuelles, mais il fallait aussi aller sur le terrain, apprendre auprès de ceux qui pratiquent au quotidien pour comprendre le gap, parce qu'il y a une différence entre le théorique et l'application sur le terrain. Il faut réussir à comprendre ça. Une fois qu'on a le basique, il faut aussi qu'on soit exemplaire. Donc, on ne peut pas donner des ordres aux gens si nous-mêmes, nous ne sommes pas exemplaires. Si on demande d'être ponctuel, nous devons être ponctuels. Si vous demandez à vos équipes de poser leurs congés avant telle date, vous devez être le premier à poser vos congés. Faut pas que vos équipes posent leurs congés et vous êtes le dernier, vous choisissez, vous faites la part du roi. Les personnes, les gens sont suffisamment intelligentes pour le remarquer et aussi pour s'ils vont pas vous le reprocher directement, ils vous le reprocheront d'une manière ou d'une autre, ou ils vous le feront payer d'une manière ou d'une autre. Donc, l'exemplarité, c'est vraiment le cœur du leadership. La troisième chose, nous, dans notre domaine particulièrement, je pense que c'est aussi pareil pour tout le monde, et je l'ai vu d'ailleurs avec votre chaîne, vous avez fait évoluer entre vos premières versions et aujourd'hui, vous avez fait beaucoup d'évolutions. C'est exactement l'esprit d'amélioration continue. Il faut vraiment tout le temps se poser la question comment je peux faire mieux. Et c'est pas je peux faire mieux, c'est nous pouvons faire mieux. D'ailleurs, je corrige. Il faut demander à ces équipes qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Et c'est souvent eux d'ailleurs qui apportent les idées. Mais une fois que ces idées sont apportées, il faut transformer avec eux et surtout les valoriser. Il faut pas aussi mon équipe m'amène une idée, je la prends, je me l'approprie et j'ai dit à tout le monde que c'est moi j'ai eu cette super idée. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de restituer les responsabilités et de savoir donner, rendre à César ce qui est à César. C'est l'expression en français. C'est vraiment de rendre à César ce qui est à César quand il s'agit de féliciter, au moment de féliciter, au moment de reconnaître. Tout ça, je pense, c'est les petites clés qui font de nous des personnes des personnes estimées par les équipes et des personnes que les équipes ont envie de suivre. Mais aussi sa hiérarchie, il faut savoir aussi suivre les directives de sa hiérarchie avec intelligence. Leur remonter les points de blocage, leur remonter aussi intelligemment vraiment les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Il faut pas dire oui à tout, parce que quand on dit oui à tout, on peut rapidement créer des problématiques plus importantes sur le terrain. Il faut avoir l'intelligence, en tout cas, de savoir ce qui est applicable, ce qui n'est pas applicable. Et avoir aussi le tact, parce que c'est important d'avoir le tact de dire les choses à ses équipes, mais aussi à ses hiérarchiques de ce qui ne va pas. Si on dit amen à tout, ben, on peut vite se retrouver dans des situations dangereuses qui mettent en difficulté l'entreprise. Et ça, vraiment, je pense que c'est les petites clés que moi je vois, mais je terminerai par la formation, la formation, la formation. Il faut pas arrêter de se former, il faut toujours chercher à apprendre. C'est ça d'ailleurs qui ouvre l'esprit. Et la formation, il y a la formation qu'on peut suivre en suivant des formateurs autour de dans une classe ou dans des webinaires, etc. Mais il y a aussi la formation qui est l'ouverture d'aller voir d'autres environnements comparables aux siens pour s'en inspirer. Donc moi personnellement, il y a des moments où je ne voyais plus rien. C'est l'expression pour dire que j'avais du mal à comprendre, à voir où c'est que je pouvais améliorer dans mon environnement. En prenant le temps d'aller visiter un autre entrepôt, discuter avec un autre collègue, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres opportunités que je n'avais pas encore explorées. Et en les explorant, j'ai trouvé vraiment des pistes d'amélioration qui m'ont permis de réussir de belles choses. Voilà en tout cas les conseils que je peux donner pour celui qui a envie d'être leader, celui qui a envie de réussir dans son environnement et de faire grandir autour de soi. On parle souvent de syndrome de l'imposteur, surtout pour des profils assez diversifiés, où on se sent peut-être pas à sa place quand il s'agit des hautes fonctions ou des fonctions perçues au-dessus de nos épaules. Est-ce qu'il y a eu des moments où le fait que vous êtes burkinabé ou est-ce que votre couleur de peau, il y a eu des moments où vous avez douté un peu de votre place, pas personnellement, mais est-ce que vous avez déjà perçu cette méfiance-là des autres ou ce préjudice-là contre vous? Si oui, comment vous avez surmonté ça? Et sinon, quel est votre conseil pour ceux qui pensent que ces éléments-là peuvent les retenir et les tirer vers le... Je vais essayer de répondre à votre question en deux parties. La première partie, c'est ce syndrome de l'imposteur. Et la deuxième partie,
C'est moi en tant que Burkinabé. Qu'est-ce que je pense que le fait d'être Burkinabé, ça impacte mon parcours ou pas? La première des choses, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai senti à des moments. Je me suis posé la question, est-ce que j'étais légitime du fait de ma jeunesse? Parce qu'après mon expérience à Salon, je suis passé directeur d'un entrepôt. Là, en l'occurrence, j'avais vraiment les manettes d'un site de 150 personnes. J'ai eu à piloter ces sites-là. Après, au bout de 1 an et demi, on m'a donné un autre site qui était beaucoup plus grand, un site de 450 personnes, qui livrait toute la région parisienne en produits liquides, épicerie, droguerie, parfumerie, etc., pour les petits carrefours de l'Île-de-France, de la région de Paris. Euh, Ces moments-là, c'est ce type de position, à mon âge, on peut que se poser la question, est-ce que on est légitime? Mais je me suis pas longtemps posé la question parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le métier que j'ai accepté de faire, beaucoup ne voulaient pas le faire. Parce que beaucoup trouvaient que c'était difficile, parce que manager des hommes, avoir des syndicats sur le dos tous les jours, avoir des enjeux à sortir, quand je parle d'enjeux, c'est-à-dire des économies à faire sur l'activité pour que l'entreprise gagne de l'argent, avoir des clients exigeants au quotidien, il y a beaucoup qui ne veulent pas faire ça. Et ne serait-ce que le fait que moi j'accepte de le faire, je me suis dit, je suis déjà légitime. Et l'autre côté aussi, c'est que je me disais, c'est que les gens qui m'ont donné cette opportunité-là, c'est des gens qui connaissent leur métier. Ils savent recruter. Il y a des RH. J'ai passé des process. On m'a fait passer des assessments pour que je puisse occuper ces fonctions-là. Donc, je ne me suis pas forcément inquiété de ces côtés-là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se pose la question. Est-ce que vraiment je suis légitime? Mais à ces moments-là, c'est pourquoi j'ai essayé de donner les clés qui me permettaient justement de ne pas trop m'attarder là-dessus. C'est qu'il faut que chacun, on trouve la clé qui nous dise, voilà, ce n'est pas parce que je suis une femme qu'on me l'a donné. C'est pas grâce à mes compétences. Ce n'est pas parce que je suis issu de l'immigration qu'on me l'a donné. Si jamais c'était le cas, il y a des gens qui avaient cette fonction-là, qui sont issus de la même communauté que moi, qui ont été remerciés. Mais moi, je suis là. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut pas se morfondre. Il faut continuer parce que les objectifs, d'ailleurs, dans ce genre de situation, les objectifs qu'on nous fixe sont suffisamment ambitieux pour qu'on y mette toute notre énergie pour les atteindre. Et la deuxième partie de la question, savoir en tant que Burkinabé, moi j'estime, et d'ailleurs le retour d'expérience, ou plutôt les retours que j'ai eu des équipes avec lesquelles j'ai eu à travailler en tant que directeur d'entrepôt, sont très positifs dans le sens où en partant, j'ai vu, c'est souvent au moment où on part qu'on se rend compte que on est apprécié, qu'il y a certaines choses qu'on nous dit. Et vu comment je suis parti de ces sites-là, j'estime que j'ai fait du bon travail et que les hommes avec qui j'ai travaillé ont apprécié travailler avec moi. Non pas pour faire, j'ai envie de dire, préparer des colis tous les jours, mais surtout parce que j'ai su insuffler une dynamique, ou plutôt une approche humaine dans mon management, dans la manière de transformer les sites. Du début à mon arrivée et à mon départ, si on devait comparer les sites où je suis arrivé, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de choses que j'ai changées. Mais ce changement-là, je l'ai jamais fait contre l'humain. Je l'ai jamais fait sans écouter, sans prendre en compte les gens. D'ailleurs, à chaque fois que j'arrivais, la première des choses que je faisais, c'est que je faisais le tour de mes managers. Je faisais une rencontre d'1 heure avec chacun d'entre eux pour les connaître, pour me présenter à eux, pour leur expliquer mes priorités et pour leur demander ce qu'ils attendaient de moi. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'ils attendaient de moi souvent, c'est ça qui faisait ma feuille de route. Et donc, ce que je faisais, c'était ce qu'ils souhaitaient qu'on fasse. Et la plupart du temps, quand je partais, ils étaient tous contents. Et il y en a qui me félicitaient. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont toujours pas, qui sont jamais contents parce que forcément, on prend des décisions qui vont pas dans leur sens. Mais globalement, j'ai toujours eu ce retour positif-là. Donc, et ça, je pense que je l'ai puisé dans notre culture burkinabé, d'être à l'écoute, d'être dans le dialogue, d'être, je dirais, attentif à l'autre et aussi d'être intègre. Et parce que moi personnellement, j'ai toujours et je tenais toujours à être exemplaire, à aussi à être juste dans les décisions que je prenais. Et ça, je pense que je l'ai acquis grâce à l'éducation que j'ai eu au Burkina. Donc la culture burkinabé, quelque part, la faiblesse, c'est que souvent nous ne savons pas nous mettre en avant. Vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure. On ne sait pas se vendre. Ça, c'est notre point faible. Mais par contre, notre point fort, c'est que quand on nous donne une mission, on est capable de l'exécuter. Quand on est avec des hommes, on est capable de les embarquer avec
je dirais, dans la discipline et surtout dans l'exemplarité. Du coup, en tout cas, vraiment, pour répondre à cette question-là, c'est très important cet aspect culture burkinabé dans moi, mon parcours et dans ma réussite. À présent, j'ai envie de passer à votre engagement communautaire et citoyen, votre activisme aussi. Vous en avez de pas mal. Vous avez, vous avez dirigé et fondé plusieurs associations. Faso Durable, Jeunes Burkinabés de France. Vous êtes actuellement le délégué élu HCBE pour l'Île-de-France. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Union des associations burkinabées de France. Vous avez été militant du ballet citoyen pendant 10 ans. Vous avez été porte-parole du ballet citoyen. C'est énorme quand on connaît un peu les acquis du ballet citoyen et sa présence sur la scène de la société civile et même politique. J'ai envie de savoir comment tout ça commence. D'où vient cette fougue-là de vouloir être au devant de la scène quand il s'agit de lutte, quand il s'agit d'association. Comment tout ça commence et c'est quoi la progression jusqu'à présent, les leçons que vous avez tirées? Ça fait beaucoup de questions, mais on va aller pas à pas. Comment est-ce que votre engagement citoyen et communautaire commence? J'ai envie de dire, moi personnellement, je me sens dépositaire d'une mission. La mission, elle est simple. Je me sens dépositaire de la mission de continuer ce que Thomas Sankara a débuté au Burkina Faso, c'est-à-dire bâtir un Burkina Faso qui soit un havre de paix pour les Burkinabés, un havre de développement, un havre serein pour tous les Burkinabés dans la joie et j'ai même envie de dire dans le progrès continu et inclusif. C'est cette vision de Sankara de bâtir les choses par nous-mêmes. C'est ça que moi j'ai découvert jeune. Et c'est ça aussi que dans le cocon familial, on m'a appris, mais aussi dans l'environnement des personnes que j'ai pu côtoyer, toutes les idéologies que j'ai pu entendre, écouter, j'ai pas pu choisir autre chose que celle-là parce que ça me paraît la plus juste. Et ayant étudié l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Burkina Faso, je ne peux que m'inscrire dans cette démarche parce que j'ai vu dans toutes les périodes de l'histoire, quand l'Afrique a rencontré le monde, ça a toujours été une Afrique ouverte, une Afrique fière, mais pour autant, on lui a pas rendu cela. Et c'est à nous, les Africains, de nous prendre en main et de nous défendre et de mettre en place, je dirais, l'organisation, les structurations qu'il faut pour se faire respecter par les autres et démontrer qu'il est possible d'avoir des relations apaisées les uns avec les autres. C'est vraiment, et je pense que l'Afrique est le seul continent qui est capable de réussir cette mission, de changer le visage de la géopolitique dans le monde. Ça, c'est personnellement mon rêve. Au-delà de ce rêve-là, maintenant, si on regarde dans le concret, euh, personnellement, j'ai vu le Burkina Faso tout au long de ma jeunesse grandir dans la paix, etc. Et quand j'ai commencé à être adolescent, et quand je suis venu en France pour mes études, j'ai commencé à me rendre compte en fait des inégalités qu'il y avait. Et forcément, ça me gênait pas forcément jusqu'à ce qu'on arrive autour des années 2012-2013 où on commençait à parler de cette histoire d'article 37 où le président à l'époque voulait absolument rester au pouvoir. Et nous, on voyait que la jeunesse était là et avait besoin de prendre sa place. Parce que si les anciens restaient toujours au pouvoir, c'était toujours eux qui occuperaient toutes les places et au final, la jeunesse montante n'aurait pas eu à exprimer son talent, n'aurait pas eu à exprimer sa volonté. Ce qui se faisait dans d'autres pays. On a vu les printemps arabes où la jeunesse est sortie dans la rue. Il y a des histoires de certains pays qui se sont bien terminés, il y a d'autres qui se sont mal terminés, etc. Mais en soi, il y avait cette effervescence-là où on a pris conscience que le Burkina Faso aussi devait jouer sa partition. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ont ce sentiment de révolution non terminée avec Sankara, etc. Donc, ça a vraiment créé un environnement où il fallait faire quelque chose. Et c'est là que moi, j'étais en vacances au Burkina et en 2013. Et on me dit, j'arrive à la maison, j'étais allé faire des courses, j'arrive à la maison avec ma moto, on me dit, ah oui, t'as pas vu les manifestations dans la ville? J'ai dit, oui, oui, j'en ai entendu parler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais même pas au courant. On me dit, ah mais en fait, ils sont en train de vouloir bloquer la mise en place du Sénat. J'ai dit, oui, effectivement, cette affaire, je l'ai suivie à travers les réseaux sociaux et c'est pas du tout une affaire qui va dans le bon sens. J'ai dit, si les jeunes sont dehors, ben écoute,
pourquoi moi je vais pas les rejoindre? Et mes parents m'ont dit, non, 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 n'y va pas et tout. J'ai dit, non, 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 moi j'y vais. Et j'ai pris la moto, j'ai pris mon oncle qui m'a suivi. On est parti directement sur le terrain pour rejoindre les manifestants. Et ça a été le début, je dirais, le déclencheur de mon engagement. Et plus tard, quand je suis arrivé en France, il y a le Ballet citoyen qui était en train de se structurer, c'était à ses débuts, et qui voulait créer ce qu'ils appellent une ambassade cibale au niveau de la France. L'idée, c'est d'avoir une ambassade du Ballet citoyen à l'extérieur du Burkina pour avoir des militants qui puissent aussi être actifs à l'extérieur. Et la France est un pays très stratégique. Quand on parle de lutte, on veut de la visibilité dans les médias, etc. Et c'est dans ce cadre-là, j'ai rejoint le Ballet citoyen parce qu'à ce moment-là, le Burkina avait besoin de se mobiliser, de réussir cet objectif collectif qui était de déjouer le projet de pérennisation d'un pouvoir pendant plus de 30 ans et de permettre d'avoir d'autres perspectives pour le Burkina, pour les jeunes et permettre aussi au Burkina d'expérimenter une nouvelle voie. Et ça, à l'époque, je pense que c'était pas une question de parti. Il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré à cette lutte-là. Il y avait d'autres structures en dehors du ballet qui se sont aussi illustrées. Tout le monde a travaillé ensemble jusqu'à ce qu'en 2014, il y ait ce changement-là, les 30 et 31 octobre. D'ailleurs, on ne peut que s'incliner sur la mémoire des gens qui ont perdu la vie durant ces événements-là et des gens qui ont aussi été blessés. Vraiment, tous nos voeux de prompt rétablissement. Parce que j'en connais certains qui ont eu des séquelles et sont marqués à vie. Ça, vraiment, on a une pensée pour eux. Mais c'est aussi une leçon pour nous, qui est de ne pas oublier cette histoire et de savoir que les nations se bâtissent souvent par la prise de responsabilité de sa jeunesse, la prise de responsabilité de ses anciens, de ses femmes, parce que à ces moments-là, c'est tout le monde qui est sorti, c'est tout le monde qui a travaillé de concert et on a réussi quelque chose. Le reste ne pourra être réussi que si on continue dans cette dynamique. Et quand je dis ça, c'est vraiment important que tout le monde garde cet état d'esprit. C'est ce moment-là où, en 2014, moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est vraiment tout le monde qui était ensemble. Et tout le monde qui poussait dans le même sens. Et c'est comme ça qu'on bâtit un pays, que les grands pays se sont bâtis. Et du coup, voilà, c'est vraiment de là qu'est parti, moi, mon engagement au ballet. Et il fallait, à un moment donné, des gens aussi pour aller parler dans les médias. Il y a tout le monde, on était un certain nombre dans l'ambassade Cibal. Certains n'étaient pas disponibles. Moi, j'étais disponible. J'ai dit, tiens, j'y vais. Je ne réalisais pas à cette époque-là le risque que je pouvais prendre en m'exposant de la sorte, mais j'ai pas hésité à prendre la parole parce qu'il s'agissait du Burkina, de mon pays. S'il fallait défendre mon pays, je n'y voyais pas d'inconvénient, je voyais pas, voilà, pourquoi on pourrait m'empêcher de le faire. Et plusieurs fois, j'ai eu à prendre la parole lors de plusieurs événements, même l'élection de Roch, après, à la suite, dans les événements. Le soir même, je me suis retrouvé sur le même plateau que Salif Diallo. Et j'ai eu à lui passer le message de dire que la jeunesse les regardait. Aujourd'hui, le Burkina passe par plusieurs schémas. Je pense que c'est aussi dans la dynamique des peuples qu'on passe par des étapes d'échecs, des étapes réussies, moins réussies, pour trouver notre voie. Et j'espère en tout cas que la voie qu'on a empruntée actuellement soit la bonne et que chacun puisse continuer à contribuer dans cette voie-là à travers toutes les initiatives qu'on voit et vraiment qu'on puisse continuer à faire avancer notre pays dans le bon sens et bâtir une souveraineté endogène dans tous les domaines du terme, mais en restant connecté au monde, parce que c'est aussi en parlant aux autres qu'on peut faire de grandes choses et surtout qu'on peut partager, qu'on peut aussi s'enrichir. Et ça, je pense que tous les peuples qui l'ont compris trouveront au Burkinabé des personnes ouvertes qui veulent aller dans ces sens. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention quand vous parliez d'inégalité, de lutte de classe et tout ça. Et avant, quand vous parliez de votre carrière, des syndicats qui vous fatiguent, qui vous demandent toujours des comptes. Actuellement, vous êtes à la place de l'équipe dirigeante. Est-ce que ces idéaux de gauche, d'ultra-gauche, influencés par le marxisme, léninisme, est-ce qu'actuellement vous avez une position nuancée ou est-ce que vous êtes toujours dans ce même courant de pensée là que voilà il faut de l'extrême gauche et que les luttes de classe c'est constant et qu'il n'y a pas de nuance possible. Je suis pas, personnellement, je ne suis pas idéologue. Moi, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique. J'estime en fait que le modèle économique, si on veut qu'il soit durable, il faut qu'il y ait de l'équité. En fait, la question de la répartition des richesses qui sont produites, de la valeur ajoutée qui est créée, est très très importante. Si cette question, on n'est pas capable de la résoudre, l'organisation, l'entreprise, la compagnie ne peut pas être pérenne.
Cet équilibre-là, il faut permanemment la négocier. Moi, c'est pour ça, je pense que c'était l'un de mes avantages par rapport à d'autres managers, c'est que je comprenais les mécanismes de lutte que les syndicats activaient. Parce que je comprenais ce qu'ils essayaient de demander, je savais où ils essayaient d'aller, mais j'essayais aussi de leur donner ce qu'il faut suffisamment pour que le salarié reste motivé. Parce que si on ne donne pas suffisamment de richesse créée au salarié, on le démotive. Si on le démotive, c'est lui qui crée la valeur in fine. Donc, quelque part, l'équité de la répartition est vraiment importante et le dirigeant doit le comprendre. Si le dirigeant ne le comprend pas, il se met en danger et il met en danger l'entreprise. Mais aussi, la personne qui est en face, c'est-à-dire le syndicaliste, lui aussi, il doit comprendre que l'entreprise a besoin de créer de la valeur et que la personne qui investit en tant qu'actionnaire a besoin aussi de gagner sa vie. Mais cet équilibre-là, c'est dans le dialogue qu'on le trouve. C'est souvent aussi dans la confrontation. La confrontation n'est pas négative, hein, d'ailleurs. Il faut aller souvent à la confrontation pour savoir les niveaux des équilibres. Parce que souvent, moi, je poussais mes partenaires dans leur retranchement. Eux aussi, il leur arrivait de me pousser dans leur retranchement. C'est un jeu de négociation. C'est d'ailleurs la même chose au niveau international. La géopolitique, c'est une question de négociation permanente. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut pas rester dans l'idéologie, parce que quand on est dans l'idéologie, on ne discute pas. Moi, je suis pas d'extrême gauche. Je suis pas, on va dire, opposé à toute discussion. Et d'ailleurs, si à chaque fois qu'on voit que les discussions sont bloquées, on voit que ça n'avance pas et ça ne progresse pas. Les entreprises les plus apaisées, les plus rentables sont les entreprises où les salariés se sentent bien et où le patron aussi y trouve son compte. Si le patron n'y trouve pas son compte, il met la clé sous la porte ou il trouve des stratégies pour délocaliser les emplois. Et au final, on le voit en Europe, aux États-Unis, que ça n'arrange pas forcément les salariés. Donc, c'est une question de dialogue. Et quelle est donc la place de ce secteur privé bien développé, bien structuré? Quelle est sa contribution dans le développement d'un pays? Et est-ce qu'on peut, à travers le développement et l'encadrement, bien sûr, de ce secteur privé, la miser sur le développement de l'Afrique? Historiquement, quand on pense aux inégalités, on se dit souvent que peut-être nationaliser certaines entreprises, c'est peut-être la voie. Mais en même temps, quand il n'y a pas de free market, quand il n'y a pas de compétition, quand il n'y a pas d'innovation et quand on est peut-être salarié de l'État, qu'il n'y a pas d'incentive pour la productivité, souvent ça crée aussi des problèmes. C'est quoi actuellement la voie en fait pour l'Afrique? J'ai envie de dire, c'est très complexe de répondre à cette question. Je pense pas avoir la vérité absolue sur la question. Mais je pense qu'il faut avoir l'humilité, en fait, de tester plusieurs configurations. Ou plutôt avoir l'humilité de donner à chacun sa place. Il faut que l'État prenne sa place. L'État doit réguler. L'État doit créer le cadre juridique. L'État doit avoir les moyens de contrôler. L'État doit avoir les moyens aussi d'accompagner l'innovation à travers des structures d'éducation. L'État doit aussi prendre soin, je dirais, de la force productive créatrice à travers la santé, parce qu'il faut que les populations soient en bonne santé et soient soignées de façon réactive. Donc, il y a les prérogatives de l'État. Mais l'État doit aussi structurer les populations là où elles sont, où on sait qu'on n'a pas besoin de capitaux en grosse quantité et que seulement l'organisation des hommes et des femmes du secteur ou du village, de la ville, peut permettre de créer la valeur et être la meilleure solution pour activer, je dirais, la créativité communautaire. Ça, c'est une option qu'il faut utiliser dans certains domaines. Et également, bien sûr, quand il s'agit de secteurs où on sera en compétition au niveau international, c'est là que le secteur privé doit être encouragé, où on doit créer des grands champions dans des domaines stratégiques qui vont nous permettre quelque part aussi d'être en compétition au niveau international, mais de créer de la valeur, de créer des emplois au niveau de notre pays. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas faire l'erreur de choisir une idéologie. Il faut être pragmatique. Et c'est ce que les Chinois ont compris. Quand vous regardez le système chinois, il y en a qui pensent que la Chine est un pays dictatorial, alors que ce n'est pas du tout vrai. Le système démocratique chinois, il est particulier. C'est parce que les gens ne comprennent pas le fonctionnement de ce système qu'ils pensent que c'est de la dictature. Il y a des instances en Chine qui sont élues par les citoyens, qui sont très très rigoureuses, et ils rendent compte, et il y a moins de corruption d'ailleurs en Chine que dans d'autres pays. Et tout ça, c'est des modèles qui doivent nous inspirer. Le Burkina doit chercher son chemin en étant ouvert
à toutes les options qui ont été envisagées. Il ne faut pas oublier ce qui fait de notre identité. C'est pour ça que j'ai parlé de l'aspect communautaire. Parce que là, si vous regardez l'initiative Faso Mebo qui est en cours là, il y a beaucoup de personnes qui apportent leur contribution. C'est complètement, j'ai envie de dire, c'est un exemple de développement communautaire. Ce n'est pas l'État uniquement qui décide de faire. L'État amène la structure, l'État amène des engins pour pouvoir mettre en place les infrastructures, mais surtout, ce sont les citoyens qui contribuent. C'est de l'innovation. Donc, on ne peut se développer qu'en innovant, et ça, je pense que c'est la meilleure voie. C'est bien dit. Trouver notre propre chemin, ne pas rejeter, s'inspirer, mais aussi adapter à nos réalités. Je disais tantôt que vous êtes le délégué au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur pour la France. Comment est-ce que vous avez vécu cette élection-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir la confiance de vos pairs? Et qu'est-ce que vous envisagez pour ce mandat-là, pour créer quelque chose qui va bénéficier non seulement au Burkinabé en France, mais aussi pour le Burkina? Effectivement, ces élections au mois de mars, je pense qu'au soir des élections, moi, j'étais vraiment honoré. Avec Assita Sidibé, qui est ma suppléante, on a eu la chance d'arriver en tête des élections. On était vraiment très, très contents de la confiance que la communauté burkinabé a décidé de nous porter. C'est le couronnement, je dirais, d'un parcours, pas seulement le mien, mais celui aussi de Assita, parce qu'elle aussi, elle est engagée dans les associations, de façon beaucoup plus discrète que moi d'ailleurs, mais tout aussi efficace, tout aussi engagée, puisque elle a été secrétaire générale adjointe de l'association Tafi Fanga. Pour ceux qui parlent Gula, ils comprennent le sens de cette association-là. C'est en gros la force du PAIN, c'est-à-dire la force des femmes, donc qui est une association de femmes qui agit en France depuis des années, qui a beaucoup de, je dirais, euh, à son actif beaucoup de résultats. Et également la reconnaissance de ce qu'on a fait durant plusieurs années. Personnellement, on a parlé de mon activisme, mais aussi on a eu à créer l'association des jeunes burkinabés de France. On a eu aussi accompagner les autorités diplomatiques et consulaires dans différents moments où on avait besoin de la communauté. Donc tout ça, ça a permis, en tout cas, aux gens de nous faire confiance. Maintenant, cette confiance-là, maintenant que nous l'avons, on doit se montrer digne de ça. On doit être aux côtés de la communauté, bâtir une communauté unie. D'ailleurs, c'était ça notre programme. La première des choses, c'est de travailler à la cohésion, à l'union des Burkinabés ici en France. Parce que si on n'est pas unis, on ne peut rien bâtir. Et en parlant d'union, c'est savoir travailler ensemble, c'est se soutenir les uns les autres, c'est éviter les conflits ou en tout cas savoir les traiter ensemble en famille, en bonne intelligence, mais c'est aussi nous structurer, nous organiser pour que chacun ait sa place. Notamment au niveau de la jeunesse. C'est très important en fait que chaque jeune puisse avoir sa place dans l'action communautaire. Faut pas que quelqu'un se sente exclu. Et c'est ça vraiment la mission que nous, les délégués, nous aurons, c'est de pouvoir donner la possibilité à chaque jeune de s'exprimer au service de sa communauté s'il le désire. Pour ceux qui le désirent, il faudrait qu'on crée les espaces nécessaires parce que je dirais, l'ouvrage est énorme. Il y a tellement de choses à faire, on a besoin de tout le monde. Et dans la formule actuelle du Haut Conseil, il faut mettre en place un bureau, il faut mettre en place un certain nombre d'actions, d'initiatives, et ça, on compte sur tout le monde. Parce que je ne suis pas d'ailleurs le seul délégué, on est 8 délégués en France. La France étant considérée comme un pays avec beaucoup de Burkinabés, on a eu la chance d'avoir 8 délégués. Donc en Île-de-France, on est déjà 2. Et il y a 6 autres délégués dans les autres régions de la France. Donc ça veut dire que tous ces délégués-là comptent sur la communauté pour que chacun puisse contribuer en fonction de son temps, en fonction de son expertise. Parce que tout ça, il faut qu'on arrive à les canaliser pour déjà le bien des Burkinabés ici en France, pour qu'on puisse grandir. On ne vient pas en France juste pour venir en France, on est venu pour des objectifs que nous nous sommes fixés, certains notamment pour quelque part réussir, et d'autres aussi c'est pour une histoire familiale, mais quel que soit Alpha, on a des besoins. Et aussi, il faut que nous puissions aussi faire rayonner le Burkina à l'extérieur. Mais surtout, le Burkina a besoin de nos compétences, a besoin aussi de nous financièrement. Il n'y a pas que financièrement, mais aussi il y a les compétences, mais ces deux aspects-là sont très importants. Il faut vraiment que notre travail va être de canaliser tout ça vers le Burkina Faso. Donc c'est ça le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est
aussi défendre les droits des Burkinabés. Les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, administrativement, les choses sont très, très complexes pour les immigrés ici en France. Le système français aujourd'hui s'illustre par un non-respect des droits, mais qui est révoltant. Des personnes qui avaient des titres de séjour de 10 ans, donc des cartes de résident, aujourd'hui ont du mal à renouveler leurs cartes. Des gens qui sont en situation régulière deviennent des personnes en situation irrégulière, notamment du seul fait je dirais pas de la lenteur administrative qui semble une lenteur orchestrée et volontaire. Non, je ne parle même pas du cas des personnes qui ne sont pas en situation régulière de base. Celles-là, il faut qu'on les accompagne, ça fait partie de notre démarche. Mais déjà, les personnes en situation régulière, il faut qu'on défende leurs droits. Et par-delà, les droits de tous les Burkinabés. Donc ça, c'est vraiment des préoccupations très importantes. Et c'est pour ça, en tout cas, qu'on a commencé à y travailler. Mais bientôt, l'action sera encore mieux visible avec la structuration, avec un bureau, avec des activités bien cadrées et un programme d'activité. Et c'est quoi les conseils que vous donnerez à toute la communauté burkinabé en France, mais surtout à ceux qui viennent d'arriver, qui essaient de se frayer un chemin? En tout cas, humblement, je ne peux pas donner de leçons à toute la communauté, mais en tout cas, je pense que ce que je peux dire, c'est qu'en tant que délégué, il faut pas s'éloigner de sa communauté. Il faut vraiment venir à sa communauté. Il y a des groupes WhatsApp qui ont été créés. Il faut pas hésiter à les rejoindre pour être au fait des informations. Euh, on sait jamais. On peut être en difficulté et souvent, vaut mieux être entouré, même si on n'a pas la famille, on a la communauté. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider. J'ai rarement vu quelqu'un amener son problème au sein de la communauté ici, que les gens n'ont pas réagi. Donc vraiment, là-dessus, ne restez pas seul. Rendez-vous visible. Parce que les opportunités ne pourront venir à vous que si on vous connaît. Si vous restez dans votre coin et qu'on ne vous connaît pas, il y a certaines opportunités dont vous allez passer à côté. Ça, il faut le dire. Mais aussi, chaque Burkinabé qui arrive ici en France, moi, je les enjoins vraiment d'aller faire leur carte consulaire. D'avoir toujours une carte consulaire à jour. On voit des compatriotes qui veulent rentrer au Burkina, mais qui n'ont même pas de documents burkinabés parce qu'entre-temps, ils ont eu les documents français. Aujourd'hui, pour faire les visas, il y a des conditions qu'il faut respecter et ça prend beaucoup plus de temps que par le passé. Donc, ne serait-ce que ça vous met en difficulté. Donc, le conseil que j'ai en tout cas, c'est que chacun ait sa carte consulaire à jour et ce n'est pas compliqué à faire. Vous allez sur le site du consulat, il y a la démarche. Vous pouvez même envoyer le dossier par la poste. On vous renvoie la carte par la poste. S'il y a une problématique, il y a un groupe Telegram qui a été créé par le consulat. Vous pouvez rejoindre ce groupe Telegram et y aussi mettre vos questions. Ils vous répondront pour vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Vraiment, on a besoin de ça, que les Burkinabés se retrouvent. Après, le reste, chacun, en fonction des rencontres que vous ferez, vous verrez toutes les opportunités, les avantages que vous pourrez tirer. On parle souvent de fuite de compétences et souvent même de fuite de capitaux. Étant dans la diaspora, selon vous, c'est quoi les moyens par lesquels les Burkinabés qui vivent à l'extérieur peuvent efficacement contribuer au développement du pays, que ce soit pendant qu'ils soient encore en expatriation, mais aussi peut-être pourquoi pas envisager un retour au Burkina pour effectivement contribuer à ce développement communautaire là dont vous parliez tantôt. Et effectivement, il y a beaucoup de Burkinabés qui viennent ici. D'ailleurs, ce week-end, je discutais avec un jeune qui est venu en France par le biais d'une bourse payée par le Burkina Faso. Et à la fin de ses études, euh, il est resté en France. Il m'a expliqué que précédemment, il avait été envoyé dans un pays de l'Afrique du Nord. Il a fait sa formation, il est reparti au Burkina. Il a demandé qu'est-ce qui est prévu pour nous. On a dit, il n'y a rien qui est prévu pour vous. Il faut, entre guillemets, vous débrouiller. Donc, au final, cette personne-là a reçu 2 bourses, a eu des compétences qui sont très importantes et elle se retrouve dans un autre pays. Donc, quelque part, ce n'est pas la fuite des compétences, c'est plutôt la non-capitalisation sur les compétences que nous avons créées. C'est peut-être aussi qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les possibilités. Et je vois aussi le taux de chômage au Burkina. C'est des points qui sont problématiques. Et c'est aussi le rôle du Haut Conseil de structurer la communauté de façon à ce qu'on identifie les compétences et qu'on puisse les diriger vers le Burkina
et que le Burkina puisse solliciter les compétences en fonction des besoins. Maintenant, ça c'est quelque chose, c'est un projet qui doit être structuré et je pense qu'avec les autorités, on va structurer les choses parce que ce n'est pas si facile que ça. Prendre son petit baluchon et retourner au pays, ce n'est pas facile. Il faut s'organiser, il faut aussi, quand on arrive sur place, savoir ce qu'on va faire. Et il y a certains qui ont atteint un certain niveau de vie ici en Europe ou aux États-Unis. C'est difficile pour eux de retourner au pays. C'est vraiment difficile dans les conditions, je dirais, normales. Et tout ça, il faut savoir le prendre en compte pour rendre attractif le retour. Il y a des pays qui l'ont fait. On peut s'inspirer de ces pays-là, mais aussi, il ne faut pas le faire en ayant un décalage trop important entre ceux qui sont déjà au pays et ceux qui viennent. Donc, il y a cette dimension de justice, cette dimension de ne pas créer des super citoyens qu'il faut aussi considérer. Donc, c'est pas une problématique simple. C'est pour ça, déjà, moi, je pense qu'à travers des mises à disposition temporaires de compétences au pays, c'est déjà un premier pas. Et au fur et à mesure, il faut qu'on construise comment on fait vraiment pour avoir un vrai canal qui facilite le retour des immigrés au pays. Et sur la partie financière, je pense qu'il y a suffisamment de Burkinabés investissent au Burkina, souvent en prenant des risques énormes. Et c'est aussi à nous de nous structurer pour réduire ces risques-là, pour qu'ils puissent avoir des investissements qui soient productifs et qui permettent au Burkina d'en profiter pleinement. En tout cas, merci pour ces conseils qui valent bien, pas seulement pour les Burkinabés de France, mais pour tous les Burkinabés partout au monde. C'est important de se pencher sur le développement de notre chère patrie. En tout cas, nous sommes pris par le temps, mais merci beaucoup pour cet échange. C'était très, très éclairant. À travers votre parcours, on perçoit non seulement la rigueur d'un cadre engagé dans l'excellence professionnelle, mais aussi la profondeur de l'engagement de quelqu'un qui est profondément attaché à ses racines et à sa communauté. Et votre engagement auprès du Burkina Faso et des Burkinabés là où vous vivez, ça témoigne vraiment d'un vrai sens du devoir et de la transmission. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Plein de réussite dans vos projets à venir en tant que délégué et aussi dans vos projets personnels. Si vous avez un mot de fin pour nos auditeurs, c'est là l'opportunité. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir échanger avec vous et partager mon parcours, bon, qui n'est peut-être pas si atypique que ça. J'en ai vu d'autres sur votre chaîne qui sont très, très intéressants. Je profite aussi de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien et qui m'ont soutenu dans mon parcours, notamment mon épouse qui me supporte au quotidien, également toute ma famille et bien sûr mes amis. Qui sont très importants dans ma vie et toute la communauté avec laquelle on évolue ensemble en France et qu'on essaie d'apporter notre contribution, aussi modeste qu'elle soit, au développement du Burkina Faso. Et bien sûr, dans le cadre de notre mandat de délégué, nous sommes à disposition de la communauté, de tout Burkinabé qui a besoin, qui n'hésite pas à nous contacter, à rentrer en contact avec nous s'il y a besoin, parce qu'on est là aussi pour accompagner tout un chacun dans son parcours et continuer à témoigner de la solidarité de notre communauté. Et en tout cas, que Dieu bénisse le Burkina Faso et permette à tous les Burkinabés de profiter du Burkina Faso pleinement. Et à vous qui nous avez suivis, merci de rester connectés sur Parcours Atypique. Prenez une seconde, abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien. C'est une belle façon gratuite, simple de me soutenir et de me dire que vous appréciez ce que je fais. À très bientôt.